Bonjour et bienvenue à ce bloc finance du parcours coop du printemps-été 2020. Donc, je me présente, je suis Pierre Charette, votre formateur durant tout ce bloc, durant les 3 thèmes que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, durant ces 3 thèmes, on va essayer de vous donner des notions pour vous rendre plus confortable avec vos chiffres, pour vous permettre de saisir les grandes lignes. On ne fera pas des experts comptables avec vous, ni des analystes financiers, mais l'idée, c'est vraiment, quand vous travaillez avec des comptables et des analystes, pouvoir poser les bonnes questions, avoir les bons réflexes quand on vous donne de l'information. Évidemment, ça va vous aider à faire vos prévisions financières et à établir les coûts de projet. Donc, 3 thèmes que je vous présente à l'instant. Donnez-moi une petite seconde et voilà. Donc, 3 thèmes qui ne sont pas exactement pareils, notamment le premier, qui n'est pas formulé exactement comme au plan de cours. Je vous explique après, dans quelques secondes. Donc, les 3 thèmes, état financier et fondement comptable, coût de projet et sources de financement, coût d'opération et prévision financière. Donc, on a choisi de prendre les éléments d'obligation légale, des éléments plus administratifs, responsabilité financière, tout ça, de le mettre dans des capsules qui vont être présentées à la fin du parcours parce que ça va être plus proche pour vous des opérations, ça va être plus frais quand vous allez sauter dans l'action. Donc, des éléments comme la gestion des taxes, des salaires, les déductions à la source, les impôts, les responsabilités légales financières des membres du conseil. Donc, on va présenter ça à la fin. Puis, on va plus se baser sur des éléments dans le thème 1 où ces éléments administratifs-là étaient inclus originalement. Ben là, on va plutôt aller vers des fondements comptables pour que vous compreniez la logique comptable qu'il y a derrière. Donc, assez théorique, mais essentiel pour les 2 autres chapitres, les 2 autres thèmes, et aussi pour le reste de la vie de votre coop. Vous aurez besoin de ces notions-là pour être le plus autonome possible. Donc, les 2 autres thèmes, évidemment, sont plus pratico-pratiques, donc coûts et projets de financement et coûts d'opération et prévision financière. Ça va être essentiel dans le cheminement de vos projets durant ce parcours. Donc, c'est des thèmes, 3 thèmes qui vont se décliner chacun comme suit, avec des capsules vidéo, comme celle que vous êtes en train d'écouter présentement, des séances en direct. Donc, on va faire un retour sur la matière, période de questions, on fait des exercices ensemble. Il va y avoir aussi des outils qui vont vous être remis tout au long et du coaching personnalisé à la fin pour aller vraiment dans le détail spécifique de chacun de vos projets. Donc, lançons-nous à l'instant dans le contenu. Donc, on va parler premièrement des états financiers dans cette capsule. Donc, on vous invite à prendre des notes pendant la capsule. Si vous n'avez pas déjà imprimé le document qui est sur Google Classroom, les diapos de cette présentation, je vous invite à peser sur pause maintenant, aller l'imprimer pour pouvoir prendre vos notes à même dessus. Donc, ça va être plus facile lorsqu'on va se rencontrer en rencontre virtuelle, pour pouvoir poser des questions et échanger. Donc, il y a une période de 1/2 heure à 1 heure qui est réservée à ça, selon les questions que vous aurez. Donc, avant d'explorer ce que sont les états financiers, on va regarder à quoi ils servent et à qui ils servent. Donc, premièrement, les états financiers servent à s'informer sur la rentabilité et la situation financière de la coopérative ou de toute entreprise, en fait. On veut évaluer si les liquidités sont suffisantes, est-ce qu'on a assez en main pour faire face à nos obligations à court terme. On veut évaluer si l'entreprise est endettée, à quel point est endettée, la nature de ses dettes, est-ce qu'elle subit une pression financière, est-ce qu'elle est en mesure de s'endetter, des éléments que les états financiers peuvent nous fournir. Évaluer la performance, évidemment. L'entreprise fait-elle des excédents? Est-ce qu'elle s'améliore d'une année à l'autre? On peut comparer, évidemment, les performances de chacune des années, ou même des trimestres, ou même des mois. J'y reviens tout à l'heure. Puis, évidemment, évaluer la gestion et le risque d'affaires. Il y a certains ratios, certains éléments qu'on ne verra pas ici qui peuvent vous déterminer un peu comment l'entreprise évolue. On peut aussi contrôler la gestion. On l'évalue, mais on peut la contrôler, donner
des cibles qui peuvent être, qu'on peut vérifier, dont on peut vérifier l'atteinte. Différents éléments de contrôle parce que c'est important de savoir comment l'équipe de gestion s'en sort pour qu'elle s'améliore ou qu'elle démontre sa haute performance. Et ultimement, les états financiers, une fois qu'on a pris connaissance de la rentabilité de la situation financière, qu'on s'assure que la gestion va bien, on peut prendre des décisions d'investissement, donc placement financier, acquisition d'équipements, donc ce que vous allez avoir à faire durant le financement du projet. Le financement, justement, qui est sous forme de prêt, émission de parts, des décisions à prendre, même au niveau des subventions. Des fois, il faut prendre des décisions, ça dépend de ce qui vient avec la subvention. On en parlera dans le deuxième thème. Et évidemment, l'affectation des excédents. Si vous choisissez de vous attribuer des ristournes, à quelle hauteur, quelles sont les règles, comment vous allez calculer vos ristournes. Vous avez donc des décisions sur l'affectation des excédents, si vous en avez, évidemment. Ce qui n'est pas toujours le cas la première année. Même la deuxième, des fois, on a encore un déficit, mais on pourra le voir un peu plus loin, particulièrement dans les prévisions financières, que faut quand même laisser le temps à l'entreprise de prendre son air d'aller. On en reparle dans les prochains thèmes, prochaines capsules. Et à qui servent les états financiers? Bien entendu, aux membres, les propriétaires collectifs de l'entreprise. Ensuite, ces membres-là élisent des administrateurs pour justement que le conseil d'administration soit responsable de la gestion de l'entreprise. Donc, les administrateurs ont besoin des états financiers pour s'assurer de ça. La direction a besoin d'états financiers, ne serait-ce que pour alimenter le conseil d'administration, mais aussi pour les opérations courantes. Donc, direction générale, coordination, direction de service ont besoin d'états financiers pour garder le cap de la gestion quotidienne de l'entreprise. Les partenaires financiers, à l'occasion, vont demander des états financiers. Par exemple, s'il y a un gros contrat puis il y a du crédit d'impliquer là-dedans, ça peut arriver. C'est plus rare, toutefois. Et les gouvernements, évidemment, rapport d'impôts, il faut des états financiers, rapport annuel à la direction de l'entrepreneuriat collectif, pardonnez-moi, du ministère de l'Industrie et de l'Économie et de l'Industrie. Donc, différents intervenants externes et internes qui peuvent utiliser les états financiers. Malheureusement, il y a beaucoup de gestionnaires qui comprennent mal leurs états financiers ou qui ne les utilisent pas optimalement du tout. Par exemple, vont uniquement regarder les revenus, les dépenses, ne comprennent pas trop le bilan. Vous allez voir, le bilan, il y a quand même beaucoup d'informations là-dedans, où ils ne questionnent pas le vérificateur. Ils reçoivent les états financiers annuels, le vérificateur les présente, c'est fini, on ne pose pas de questions, ou qui ne sont pas capables d'informer leur conseil d'administration adéquatement pour justement stimuler leur participation et optimiser leur rôle. D'où l'importance d'être en mesure de comprendre ce que disent ces états financiers-là. C'est important que tous les membres de la coop aient des notions minimales, qu'ils puissent voir en regardant si l'entreprise est en faillite. Ça se voit sur un bilan, on le voit tout de suite. Si un membre n'est même pas capable de voir que son entreprise est en grande difficulté financière, il a besoin d'un peu de formation parce que sinon, on laisse le pouvoir entre les mains de quelques experts dans une coop ou même une personne, des fois, qui s'occupe des finances. Puis cette personne-là peut, par exemple, tomber malade ou tout simplement mal communiquer l'information. Donc, c'est important que tous les membres aient un minimum de notions comptables. Ça, c'est évidemment la responsabilité du conseil d'administration et ultimement de la coop de s'assurer qu'à travers un processus de formation continue, les administrateurs et les membres sachent de quoi il est question quand on le présente des états financiers. Donc, parlons états financiers maintenant. Il y a 4 états financiers dans un rapport financier annuel. Durant l'année, on s'en sert juste de 2, j'y reviens. Donc, le bilan, qui est une photo à un moment précis. Les états de la réserve, qui est un portrait de comment la coopérative gère ses excédents, ses ristournes, le remboursement des parts. Parfois, ça dépend, c'est pas toujours présenté de la même façon. L'état des résultats, qui est le film, qui est d'un moment X à un moment Y, on y revient tantôt. Puis l'état des flux de trésorerie, qui est un focus sur les mouvements de liquidité dans la coop. Donc, qui vont faire un lien entre l'état des résultats et le bilan.
Et comme je disais tantôt, vu que durant l'année, on ne produit pas d'état de la réserve ou d'état des flux de trésorerie, on produit bilan et état des résultats, on va mettre le focus sur ces deux états financiers-là dans la présente capsule et dans la suite. Donc, ces deux états financiers-là. Les autres, on vous invite évidemment à travers votre cheminement d'entrepreneur, de tranquillement apprivoiser ces états financiers-là. On en parle d'ailleurs dans le Parcours Plus, la suite, la version plus détaillée du Parcours Coop. On peut en parler en coaching individuel. Donc, on pourra vous accompagner là-dedans au réseau pour la compréhension des autres états financiers. Le bilan, donc. Le bilan, c'est quelque chose c'est une photo. D'où le petit appareil que vous voyez ici. Une photo à un moment précis de l'année, fin d'année, trimestre ou fin de mois. Donc, on va parler du bilan à la fin, bilan au 31 décembre 2018, par exemple, ou en date du 31. Donc, c'est à une date précise, très important. Ça nous permet de constater la situation financière de l'entreprise, sa santé financière. Donc, où en est l'entreprise au niveau de, par exemple, est-ce que c'est son endettement? Quel est le niveau d'endettement? Donc, on peut même comparer avec les autres années. Donc, vraiment, on peut comparer au 31 décembre 2017 avec le 31 décembre 2018, 2019 pour voir s'il y a une évolution dans la santé financière. C'est toujours à un moment précis. Il y a trois éléments principaux, trois groupes de données financières dans le bilan. Les actifs, premièrement, ça c'est tout ce que l'entreprise utilise. Donc, c'est son argent, les liquidités, les comptes à recevoir, ça lui appartient, c'est ce que les clients vont payer à court terme. Les équipements, donc tout ce dont dispose l'entreprise pour faire des affaires, pour opérer son entreprise, pour faire des activités. Ensuite, il y a les passifs, les dettes, les engagements envers les tiers. Donc, ça peut être une marge de crédit, ça peut être les comptes à payer face aux fournisseurs, des dettes à long terme, ça peut être différents éléments. Donc, c'est ce qui est financé par l'externe. Ensuite, il y a l'avoir, c'est le droit, droit de propriété sur les actifs. En fait, c'est ce qui est financé par l'interne. Donc, soit par les excédents de la coopérative, qui finance elle-même ses actifs, ou par des investissements des membres en part privilégiée ou en part sociale. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les actifs, c'est ce qu'on utilise. J'y reviens à plusieurs reprises d'ailleurs. Les actifs, c'est ce qu'on utilise. Passif et avoir, c'est comment on finance ce qu'on utilise. L'exemple qui suit va peut-être vous éclairer sur la chose. Donc, la maison de Jeanne. Jeanne a acheté une maison. C'est le titre de notre exemple, de notre petite histoire. Donc, au 31 décembre 2018, Jeanne achète une maison d'une valeur de 500 000 $. Elle la finance avec une hypothèque de 425 000 $ et une mise de fonds de 75 000 $. Donc, ce que je disais tout à l'heure, l'actif, qui est la valeur du bâtiment, de la maison, est égal à son financement, évidemment. Elle a été financée par du passif, 425 000 $, et par des avoirs de 75 000 $. Donc, les actifs, je vous disais tantôt, c'est ce qu'on utilise. Donc, c'est les usages. Et le passif et l'avoir, c'est la provenance. Donc, ces usages-là ont été financés par une hypothèque et une mise de fonds. Donc, on voit que passif plus avoir égale provenance. Donc, usage égale provenance. Et l'équation fondamentale, c'est qu'on retrouve dans tous les livres de comptabilité de la Terre, c'est actif égale passif plus avoir. À retenir toujours, c'est l'équation fondamentale en comptabilité. Pourquoi je vous dis ça? C'est vraiment pour comprendre qu'il y a que tout ce qui est utilisé dans une entreprise vient de quelque part. Donc, on y revient, on va y revenir dans la deuxième capsule plus en détail pour que vous compreniez encore mieux. Donc, le bilan de la maison de Jeanne, vous voyez que là, c'est un bilan de présentation plus standard. Donc, 500 000 en immeuble, c'est ce qu'elle utilise, sa maison. Et la provenance, 425 plus 75, donc ça s'équivaut.
Ensuite, un bilan plus standard, plus près de la réalité. Habituellement, les bilans sont ce qui va sortir de vos états financiers ou de votre logiciel comptable. Ça va être vertical, donc actif, passif, avoir. Pour fin pédagogique, on le met en horizontal. Donc, d'un côté, les actifs, donc les usages, comme on disait, 107 000 en 2003, et les passifs et les avoirs, qui, la somme des deux, donne 107 000. Évidemment, on a un avoir négatif parce qu'il y a un gros déficit. Donc, on n'a pas pu contribuer à l'entreprise. Il a même fallu la financer par ailleurs avec les parts des membres. 25 000 ici en année 2003 qui a été investi par les membres. Les dettes qui sont de 144 000. Donc, cette entreprise-là est très endettée. On le voit tout de suite. Comme je vous le disais tantôt, il faut quand même voir rapidement qu'est-ce qu'il y a. On regarde le passif. Les dettes sont supérieures à l'actif total. Donc, il a fallu financer plus encore que nos actifs de 107 000 parce qu'on avait un déficit à financer. On voit d'ailleurs aussi à court terme, c'est 1 an. Long terme, plus d'1 an. Court terme, moins d'1 an. Ici, on a à notre disposition 36 000 $. On n'a pas d'argent dans le compte. On a des comptes à recevoir pour 1 400. On a des stocks dans l'entrepôt. La coop de solidarité La Maisonnette, c'est une entreprise fictive, mais qui vend des produits de nettoyage biologique. Donc, dans son entrepôt, elle a 30 000 $ de produits et il y a des charges payées d'avance, qui sont des services qui ont déjà été payés pour 4 009. Dans les dettes à court terme, on voit que l'emprunt bancaire, la marge de crédit est utilisée. Les fournisseurs, on leur doit plus d'argent que ce qu'on a en stock. Il y a des frais courus, des choses qu'il va falloir payer qu'on a déjà utilisées, et ce qui va être à payer sur la dette à long terme dans l'année. Donc, on a 72 000. Donc, ce qu'on voit tout de suite, et retenez-la, celle-là est très importante, quand vous avez moins d'actifs à court terme que de passifs à court terme, il faut vraiment redresser la situation parce que vous n'êtes pas capable de faire face à vos obligations à court terme, donc dans l'année. Évidemment, tout est négociable, il y a toujours moyen de patiner là-dessus, mais ça, c'est un indice, comme je vous disais, qu'on peut voir d'un coup d'œil, un bilan. Donc, un indice ici, entreprise très endettée et manque de fonds de roulement. C'est ce qu'on appelle le manque de liquidité à court terme, le manque d'actifs à court terme pour faire face aux responsabilités à court terme. Ensuite, l'état des résultats. L'autre état financier dont on va se servir, c'est un film, comme je disais tout à l'heure. Un film qui donne sur une période. Donc, on va parler des états des résultats pour la période du 1er janvier au 31 décembre, par exemple, ou l'état des résultats pour l'exercice financier se terminant à une certaine date. L'exercice financier, c'est l'année financière. Donc, le standard, c'est 12 mois, mais il peut y avoir aussi des états des résultats sur 3 mois ou sur 1 mois. Ça dépend de vos besoins à l'intérieur. Mais le rapport financier annuel à chaque année doit être fait sur l'année précédente. Dans l'état des résultats, il y a 3 éléments aussi. Les produits, qui sont les revenus, retenez. Il y a beaucoup de synonymes en comptabilité et en finance. Donc, à retenir, produits et revenus, c'est la même chose. C'est des montants gagnés dans la réalisation des opérations courantes. Et on parle bien de courant, j'y reviens. Donc, les ventes, les subventions d'opération, des revenus de placement, ça peut être aussi des revenus de loyer si vous êtes propriétaire, etc. Il y a les charges, les dépenses, synonymes. C'est les montants engagés pour générer des revenus. Donc, des frais d'exploitation, frais d'administration, frais financiers, pardon. Donc, des éléments qui vont être utilisés pour générer des revenus et donc des produits. Et évidemment, la différence entre les deux, qui est l'excédent ou le déficit. Donc, si on a plus de produits que de charges, on génère un excédent et le contraire aussi. Si on en a moins, on génère un déficit. Très important, l'état des résultats ne présente que les activités d'opération courantes, les résultats d'opération courantes. Donc, si vous avez, vous investissez dans un édifice, ce n'est pas une dépense dans l'année, c'est une dépense qui va se reporter sur de nombreuses années. Le remboursement d'une dette. Le remboursement d'une dette n'est pas une dépense d'opération, c'est un remboursement. Les intérêts sont un coût de location d'argent, mais un remboursement n'est pas une dépense. Une part qui est investie dans une coop, ce n'est pas un revenu, c'est une entrée de fonds, mais ce n'est pas un revenu d'opération.
L'objet de la coopérative n'est pas d'émettre des parts à ses membres, c'est de vendre des produits X ou des services X. Donc, les parts, ça va aller au bilan, ça n'ira pas à l'état des résultats. L'état des résultats ne nous dit que ne nous témoigne que de la performance d'opération, donc le courant, ce qui se passe dans l'année. Donc, le même exemple, Jeanne décide de louer sa maison pendant un an, du 1er janvier au 31 décembre. Vous voyez, elle loue donc 24 000 par année, 2 000 de loyer, différentes dépenses, taxes, assurance, entretien, intérêt sur hypothèque, pour un total de 24 000. Donc, on a un excédent déficit zéro. Est-ce que c'est suffisant? Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des frais qui ne sont pas à l'état des résultats. Par exemple, le remboursement du capital sur la dette. Dans ce cas-ci, Jeanne aurait 10 000 à rembourser, mais elle n'a pas généré d'excédent avec la location de sa maison. Donc, il faudrait qu'elle débourse cet argent-là de sa poche. Il faudrait qu'elle rajoute de l'argent dans l'entreprise qui est sa maison pour pouvoir payer ses dettes. Si elle veut rénover le toit, elle n'a pas d'argent qui est généré par la maison. Donc, idéalement, il faudrait que le loyer soit plus élevé ou qu'on trouve qu'on arrive à couper dans les frais, ce qui est difficile dans des frais de maison. Mais c'est clair que son loyer n'est pas assez élevé pour pouvoir payer autre chose que les frais minimums, ce qui est à long terme, ce qui n'est pas viable. Donc, état des résultats très simplifié encore, avec les mêmes chiffres, vous voyez, présentés d'une façon plus standard. Et ici, on a un état des résultats pour la même maisonnette que tantôt. On a un état des résultats qui nous présente les produits, les charges, les différents frais. Vous voyez, il y a des ventes. Évidemment, il y a un escompte aux membres dans ce cas-ci. Ce n'est pas le cas dans tous les états financiers. Des fois, les escomptes aux membres vont être présentés à même les ventes. Ça dépend. Il y a beaucoup de façons de présenter les états financiers. J'y reviens. Les coûts des marchandises vendues sont présentés séparément. Ça va dépendre des comptables encore et de la présentation. Mais ici, les coûts des marchandises vendues, c'est c'est dans ce cas-ci, si on prend la maisonnette, c'est l'achat de produits de nettoyage qu'elle va revendre. Donc, c'est ce qu'elle a acheté pour la revente. Donc, 408 000 pour vendre 630 000. Ensuite, l'excédent brut, c'est ce qui reste une fois que les produits ont été vendus. Donc, on a vendu 630 000. Il y a eu un escompte aux membres 604. 408 000 de coûts des marchandises vendues. Donc, on a 196 000 d'excédent brut. Ces 196 000-là vont servir à payer les coûts fixes. Donc, les coûts des marchandises vendues étant variables, ils varient en même temps que les ventes. Et les coûts fixes, eux, ils servent à soutenir les ventes. Ce n'est pas des coûts qui vont varier nécessairement directement avec les ventes. On y revient dans la séance, dans le thème 3, les coûts de production, seuil de rentabilité, tout ça, mais je voulais quand même vous l'introduire un peu ici. Donc, on a 3 regroupements. La présentation est faite par regroupement de postes de dépenses. Quand on regarde le détail de ça, on peut faire une analyse plus fine. Donc, ici, vous voyez, frais d'exploitation est détaillé. C'est la présentation habituelle. Quelquefois, on va avoir tous les détails sur le premier état des résultats, mais habituellement, on va mettre ça en annexe pour alléger la lecture. Rapidement ici, on voit 71 000, le déficit dont je parlais tout à l'heure, qu'il a fallu financer. On a maintenant un léger excédent. En regardant les états des résultats, on est supposé de comprendre assez rapidement pourquoi. Évidemment, l'analyse fine va nous permettre de savoir exactement pourquoi, mais on peut voir que les ventes ont augmenté. Évidemment, les coûts des marchandises vendues ont également augmenté parce qu'il fallait acheter d'autres produits pour pouvoir les vendre. Mais on voit ici qu'on a un 6 000 près 5 500, 4 500 excusez-moi, 3 500 de réduction des coûts. Ici, on a presque 10 000 de réduction des coûts, une légère augmentation. Donc, l'augmentation des ventes et la réduction des coûts fixes nous permet, pour la deuxième année, d'avoir un excédent plutôt que le déficit de l'année passée. Donc, on voit qu'il y a un redressement. Puis, si on va dans les annexes, bien, on pourrait voir exactement où il y a eu un redressement. Un peu dans les salaires, on voit dans les honoraires, il y a un peu moins de frais. Donc, ici et là, il y a plein de frais qui ont été, je dirais, resserrés. Donc, on
constate qu'il y a eu une bonne gestion dans cette entreprise-là pour faire un redressement. Donc, tout ça, ça s'inclut une fois par année dans le rapport financier annuel qui doit être remis aux membres. C'est la loi. Puis les membres veulent voir leur rapport annuel. Évidemment, vous êtes la plupart dans des petites coops que l'Assemblée générale et le Conseil risquent d'être la même instance. Donc, vous allez voir les finances passer régulièrement. Mais obligatoirement, dans une plus grosse coop, les membres doivent recevoir le rapport financier annuel au moins une fois par année. Certaines coops vont en faire plus, mais le minimum légal, c'est une fois par année. De quoi se compose ce fameux rapport annuel? Premièrement, le rapport de l'auditeur indépendant. Certains vont l'appeler aussi, vous allez voir, le professionnel en exercice. Donc, ce rapport-là va donner une opinion sur la fiabilité des chiffres, sur leur correspondance avec les réalités, la correspondance avec les normes comptables, etc. Donc, ils peuvent aussi mettre des réserves. Par exemple, nous n'avons pas pu comptabiliser les dons en nature, qui est par exemple une friperie qui se fait donner des vêtements. Ben, le comptable, il ne peut pas savoir combien de vêtements qui ont été donnés. Donc, il va mettre une réserve qui ne peut pas savoir la valeur de ça. Mais, mis à part cette réserve, nous considérons que c'est exempt d'erreurs et d'inexactitudes importantes, etc. Donc, il va donner une opinion. Très important, on sous-estime souvent le rapport parce que, surtout s'il y a des réserves dedans, savoir où il y a eu des erreurs comptables ou que le comptable ne veut pas certifier certaines choses. Les états financiers, on en a parlé tantôt. État de résultats, réserve, bilan, trésorerie. Des fois, on va avoir bilan à la place d'état des résultats et vice-versa. Donc, l'état de la réserve et la trésorerie sont tout le temps en 2 et 4, tandis qu'à l'occasion, l'état des résultats et bilan vont être différenciés, vont être changés de place. Et les notes afférentes aux états financiers qu'on sous-estime aussi, c'est plein de détails importants, par exemple, sur les immobilisations, sur les équipements qu'on a achetés, sur les dettes qu'on a, sur la nature du capital investi par les membres, sur les normes comptables utilisées, certaines règles comptables qui ont été utilisées. Donc, il y a beaucoup d'informations là qui peuvent être très utiles. Donc, important de les lire. On va faire un exercice d'ailleurs durant la séance en direct sur la lecture d'état financier pour voir, apprendre à naviguer dans ce document-là. Le rapport financier annuel, donc les états financiers, doivent être certifiés dans une coopérative, sauf certaines règles dont on vous parlera dans la prochaine capsule. Donc, 3 niveaux de certification. La mission de compilation, qu'on appelle aussi l'avis au lecteur, qui est ni plus ni moins qu'une mise en forme. C'est même l'avis au lecteur, c'est le rapport du professionnel qui nous dit qu'il n'y a aucune vérification, aucun examen, ça pourrait ne pas répondre aux besoins. Donc, c'est minimaliste. Je vous expliquerai quelles coops peuvent faire ça, mais habituellement, une coopérative doit faire au moins une mission d'examen, qui est un examen des processus internes plus rigoureux que la mission de compilation. Et évidemment plus cher. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la certification sert aux membres et au conseil. Ça démontre au conseil qu'il a bien fait son travail et ça sécurise les membres quant aux chiffres qui leur sont présentés sur leur coopérative. Donc, très important. Un niveau de fiabilité moyen, mais qui est souvent accepté par les bailleurs de fonds comme type de certification suffisant. Mission d'audit, ça, c'est la vérification complète. Donc, il va y avoir des sondages, des échantillonnages. Ils veulent s'assurer que les normes comptables sont respectées, que les évaluations de la direction sont adéquates. Donc, on veut s'assurer de l'absence d'inexactitudes importantes. Donc, c'est un niveau de fiabilité qui est quand même beaucoup plus fort. C'est le plus fort qu'on peut avoir, évidemment le plus cher. Mais c'est jamais 100% fiable parce que le comptable ne pourrait pas vérifier chacune des transactions durant l'année. Ça serait tout simplement pas rentable, ça serait beaucoup, beaucoup trop cher pour lui. Donc, je vous remercie de votre attention lors de cette première capsule. On vous revient avec la prochaine capsule pour voir les règles spécifiques qui s'appliquent aux coops et les principes comptables derrière les bases de la comptabilité. Donc, on se revoit à très bientôt.